Dans cette vidéo, nous allons découvrir la simulation d'expériences aléatoires à l'aide d'un tableur. On va faire quelque chose de très simple qui consiste à simuler le lancer d'un dé équilibré et on va observer plusieurs phénomènes classiques en statistique mais qu'il est important de voir. En l'occurrence, il va s'agir de ce qu'on appelle la fluctuation d'échantillonnage et de la stabilisation des fréquences. Au passage, on en profitera pour voir quelques fonctionnalités des tableurs que vous ne connaissez peut-être pas. Notons que dans cette illustration, nous allons utiliser LibreOffice, qui est libre et gratuit. Vous pouvez le télécharger pour Windows, pour macOS et pour Linux gratuitement. Voici nos objectifs. Observer deux phénomènes classiques, comme je l'ai indiqué, la fluctuation d'échantillonnage et la stabilisation des fréquences. On verra en cours de route ce que ça signifie. Et donc le contexte dans lequel on va se placer, celui de la simulation d'un grand nombre de lancers d'un dé à 6 faces, un dé équilibré, c'est-à-dire que chaque face a autant de chances qu'une autre de sortir. Et en raison de la simulation qu'on fera à l'aide d'un outil numérique, on assimilera la face sur laquelle il y a un point qui sort ou la face sur laquelle il y a deux points qui sortent, ce qu'on appelle d'habitude 1 et 2, eh bien on va assimiler le résultat à un nombre entier compris entre 1 et 6 évidemment. Voilà ce que l'on va faire petit à petit. Dans un premier temps, on va mettre au point la feuille de calcul. Ça n'est pas si simple que ça. C'est là que l'on va pouvoir travailler un petit peu certaines fonctionnalités des tableurs. Donc d'abord, il va falloir commencer par générer les résultats aléatoires qui vont correspondre au lancer de dés. On va ensuite devoir compter le nombre d'apparitions de chacun des résultats, c'est-à-dire si on fait 10 lancers de dés, combien de fois on a eu le résultat 1, combien de fois on a eu le résultat 2, et ainsi de suite jusqu'à 6. Ensuite, on fera calculer par le tableur les fréquences d'apparition de chaque résultat. Imaginons que pour 10 simulations de lancer de dés, on ait obtenu 3 fois la phase 2, à ce moment-là, la fréquence d'apparition du résultat 2 est de 3 sur 10, 3 dixièmes ou 0,3. On fera ensuite un graphique à partir de ces résultats et on fera en sorte ensuite de faire varier le nombre total de lancers, ce qu'on appellera changer la taille de l'échantillon afin d'observer justement la stabilisation des fréquences quand la taille de l'échantillon augmente. Commençons par construire notre feuille de calcul. Dans la première colonne, nous allons mettre tous les résultats du lancer de dés. Alors, on va tout de suite faire un formatage. Voilà. Et on centrera le résultat pour que ce soit un peu plus lisible. Comment faire pour obtenir un nombre au hasard? Eh bien, il y a plusieurs méthodes. La première consiste à demander à LibreOffice de vous générer une quantité de données aléatoires. On va dans le menu Feuille, puis on choisit Remplir les cellules avec un nombre aléatoire. Ensuite, LibreOffice nous demande une plage de cellules, donc on peut cliquer ici pour replier la fenêtre et sélectionner par exemple ici 10 cellules contiguës et on peut ensuite redéployer la fenêtre du générateur de nombres aléatoires afin d'affiner les réglages. On choisira ici dans la liste déroulante la distribution d'entiers uniforme, ce qui garantira que chaque entier, chaque résultat aura la même probabilité d'apparaître et donc on aura comme ça un dé équilibré. La valeur minimale sera nécessairement 1, la valeur maximale sera nécessairement 6 et voilà. Automatiquement, on obtient 10 nombres complètement aléatoires. Mais si je me déplace de cellule en cellule, le contenu de la cellule, c'est la valeur 3 ici en A10 et ça ne changera jamais. Ce qui va nous intéresser avec le tableur, c'est la capacité qu'il a à régénérer autant qu'on en aura besoin de nouveaux résultats aléatoires. Pour ça, on va utiliser une formule donc égal pour ensuite mettre une formule. La plus simple consiste à utiliser aléa. La fonction aléa du tableur génère un nombre au hasard, un nombre décimal compris entre 0, inclus, et 1, exclu. Notons que cette fois, le tableur peut régénérer les résultats à chaque fois qu'on rafraîchit la page en appuyant sur la touche F9 du clavier. Vous voyez ici différents nombres apparaître à chaque fois que j'appuie sur la touche F9. Bon, ça ne nous va pas, hein. Ce que l'on souhaite, ce sont des nombres entiers compris entre 1 et 6.
Et là, on n'a clairement pas de nombre entier et clairement pas compris entre 1 et 6. Alors on va commencer par multiplier aléa par 6, ce qui va nous donner des nombres décimaux compris entre 0 toujours inclus et 6 toujours exclus. Notez que donc les autres nombres ici ne changent pas puisque seule la formule placée dans la cellule A2 permet le rafraîchissement automatique. Bien, alors une fois qu'on a obtenu un nombre compris entre 0 inclus et 6 exclus, on va demander à prendre sa partie entière avec la fonction ENT comme entier, et on obtient ainsi des nombres entiers compris entre 0 et 5. Alors on a vu le 5, voyons voir le 0, le voici. Donc comment fait-on maintenant pour avoir un nombre compris entre 1 et 6? C'est pas très compliqué puisqu'on a un nombre entre 0 et 5, il suffit de lui ajouter 1. Alors rafraîchissons, on voit cette fois 1, on l'a vu, et 6. À propos de la formule ENT, entre parenthèses, aléa fois 6 plus 1, qui désigne la partie entière du nombre aléatoire multiplié par 6 à laquelle on ajoute 1, je tiens à préciser un peu les choses d'un point de vue mathématique. Désignons par la lettre x un nombre réel qui soit compris entre 0 inclus et 1 exclus, ce qui veut dire que x peut valoir 0 mais ne pourra jamais valoir 1. Il pourra être aussi proche qu'on le souhaite de 1 mais pas égal à 1. Dans ce cas-là, on a nécessairement l'encadrement suivant. Si on multiplie chacun des membres de l'inégalité par 6, cela ne changera pas le sens de l'inégalité et on aura donc 6 fois 0 qui sera plus petit ou égal à 6 fois x qui sera strictement plus petit que 6 fois 1. Ce qui revient à écrire que la quantité 6x est comprise entre 0 inclus et 6 exclus. 6 fois 0 ça fait 0 et 6 fois 1 ça fait 6. Maintenant, si je prends la partie entière de chaque membre de l'inégalité, imaginez un nombre réel, donc un nombre potentiellement avec une virgule, je me contente de regarder seulement la partie qui se situe avant la virgule. Et bien, quand la quantité 6x est comprise entre 0 inclus et 6 exclus, la partie entière de 6x sera au minimum 0, puisque 0 peut être inclus, et la partie entière de 0 c'est 0, et 5 inclus, dans la mesure où si on a un nombre qui ne peut pas être 6, eh bien sa partie entière sera nécessairement 5. Notez les crochets bas, qui est une notation standard en mathématiques pour désigner la partie entière, c'est-à-dire l'entier immédiatement inférieur à la quantité entre les crochets bas. Si maintenant j'ajoute 1 à chaque membre de l'inégalité, ce qui ne change à nouveau pas l'ordre de l'inégalité, j'obtiens la quantité partie entière de 6x à laquelle j'ajoute 1 qui sera comprise entre 1 et 6, les deux valeurs étant admissibles. Eh bien, dans notre tableur, la quantité x est désignée par le résultat de la fonction aléa, et les crochets bas, qui désignent la partie entière, sont notés ENT comme entier. Donc la formule ENT de entre parenthèses aléa fois 6 auquel j'ajoute 1, c'est bien un entier qui est compris entre 1 et 6, ces deux valeurs étant toutes les deux incluses, ce qui nous permet de simuler efficacement le lancer d'un dé. Notons que ce n'est pas la seule façon que l'on peut utiliser avec un tableur pour générer des nombres entiers au hasard. Il existe également la formule que je vous indique ici, aléa.entre.borne entre parenthèses 1.6, qui générera automatiquement un nombre entier au hasard entre 1 et 6. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que je vous ai embêté avec la complexité de la formule précédente? Eh bien tout simplement parce que d'un point de vue mathématique, elle permet de travailler sur les inégalités déduites d'une inégalité précédente et qu'on peut donc travailler un peu plus les mathématiques. Et je trouve que cette deuxième formule, aléa.entre.borne, est un peu plus magique tout simplement. Il nous suffit maintenant de recopier cette formule sur l'ensemble des cellules qui vont nous intéresser afin de réaliser une simulation. Vous voyez là, juste le fait d'avoir supprimé les valeurs précédentes a entraîné un recalcul de la feuille de tableur et la valeur a changé. Vous connaissez peut-être la technique qui consiste à venir ici attraper le petit carré en bas à droite de la cellule et à étendre la formule. Je vais en
profiter pour la centrer, voilà. Et ça fonctionne très bien, mais ça fonctionne très bien pour étendre une formule sur 10, 20, 100, 200, 500 lignes. Si on souhaite l'étendre sur 5000 lignes, c'est tout de suite un peu moins rigolo. Alors je vais vous montrer comment on fait. Mais d'abord, je vous montre que si j'appuie sur F9, l'ensemble des résultats est bien régénéré et on a donc de nouveaux résultats. Alors, comment faire pour recopier cette formule sur tout un tas de cellules? Eh bien, on va tout simplement la copier. Et ensuite, je vais commencer à faire une sélection. Regardez ici en haut à gauche, j'ai une zone qui indique la sélection actuelle et je vais venir la modifier. Si je veux 10 000 valeurs différentes, je vais devoir sélectionner les cellules de A2 à A10001. Évidemment, parce que si je vais de 2 à 10, je n'ai que 9 cellules. Vous voyez bien ici que la valeur 4 est dans la cellule A11 et j'ai bien 10 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc il faudra que j'aille de A2 à A10001 pour obtenir 10 000 valeurs. J'appuie sur la touche Entrée du clavier et j'obtiens automatiquement une sélection de toutes les cellules comprises entre A2 et A10001. Il ne me reste maintenant plus qu'à faire clic droit coller ou tout simplement la combinaison de touches CTRL-V et on valide évidemment. Oui, je veux écraser les données existantes et voilà, j'ai obtenu ici 10 000 cellules avec des résultats aléatoires et c'est là la grande force d'un tableur. Je vais vous montrer, on va aller jusqu'au bout avec l'ascenseur. Voilà, donc là on s'aperçoit qu'après A10001, il n'y a plus rien. J'ai donc bien simulé 10 000 lancers de dés, chose qu'on aurait bien du mal à faire à la main. On va maintenant compter les résultats possibles. Alors déjà, précisons quels sont les résultats possibles. Même chose, clic droit, formater les cellules, activer le renvoi à la ligne et on va centrer toute la colonne tout de suite. Voilà, au passage, à nouveau, j'ai fait une modification juste cosmétique. Vous avez vu le contenu de la colonne A changer intégralement. Le tableur a régénéré 10 000 nouveaux lancers. Chaque fois qu'on actualise la feuille de calcul, 10 000 nouvelles simulations sont effectuées par le tableur. Alors, les résultats possibles sont les valeurs entières comprises entre 1 et 6. Il nous faut maintenant compter le nombre de fois où le résultat 1 apparaît dans les 10 000 cellules qui sont ici stockées dans la colonne A. On devra faire de même avec le résultat 2, 3, 4, 5 et 6. On va compter cela dans la colonne C. Alors, comment faire pour compter le nombre de fois où la valeur 1 apparaît? Et là, il y a quelques petites subtilités liées aux fonctions du tableur. Alors, il y a une fonction de base qui permet ça, qui s'appelle nb.si. Il va nous falloir préciser la plage de données et le critère de test. Quand vous cliquez ici sur le petit symbole assistant fonction, vous allez avoir la possibilité de préciser à la fois la plage et le critère. On peut cliquer sur le petit bouton qui nous permet de replier l'affichage afin de pouvoir choisir plus facilement. Alors je ne vais pas aller jusqu'à A10001 parce que c'est un peu long. Par contre ici je peux cliquer dans la ligne et venir préciser la valeur. Quant aux critères, je peux avoir un critère purement numérique, c'est-à-dire je peux dire juste 1. On voit qu'il a déjà fait les calculs, il y en a 1711 dans l'ensemble de notre plage. Voilà, ici, il a automatiquement inscrit la valeur. Pourquoi est-ce que ce n'est pas 1711? Eh bien, comme tout à l'heure, j'ai modifié la feuille de calcul et donc le tableur a à nouveau recalculé, régénéré 10 000 nombres aléatoires différents. Je ne vais pas commencer tout de suite par compter sur l'ensemble des 10 000 nombres générés au hasard. Je vais me contenter de regarder les 10 premiers, donc de A2 à A11. Voilà, il n'y a que 2 fois le nombre 1 entre A2 et A11. Effectivement, on les voit ici en A6 et en A7. Et il va falloir faire la même chose pour 2, 3, 4, 5 et 6. Alors je peux me contenter d'étirer la formule, mais ça ne donne pas le résultat attendu. Alors la formule n'a pas changé évidemment en C2, puisque c'est celle dont je suis parti. Je compte bien, vous voyez ici quand j'appuie sur la touche F2 pour éditer la formule, on voit la plage de données qui est encadrée d'un filet bleu. Donc on regarde bien entre A2 et A11 le nombre de 1 qui apparaissent. Maintenant, regardons la formule en C3. Ce n'est pas
la même plage de cellules. On va de A3 à A12. Elle a été décalée. Le tableur, quand on recopie les formules, va les modifier en fonction des cellules sur lesquelles on se trouve. Comme j'ai décalé ma formule vers le bas, toutes les valeurs de ligne vont être augmentées de 1. Si je veux éviter cela, il va falloir modifier la formule pour forcer à ce que le nombre identifiant la ligne soit constant. Ça se fait avec un dollar. Le dollar ici devant le 2 implique que, quelle que soit l'extension de formule que je ferai, le 2 ne changera pas. De même, il faut que je mette un dollar devant le 11 pour indiquer que ce sera toujours la ligne numéro 11. Voilà, maintenant que j'ai cette nouvelle formule, je peux l'étendre et voilà le résultat. Ça paraît assez curieux. Regardons les 10 premières cellules de la colonne A. On compte 1, 2, 3 fois la valeur 2. Ici, je n'ai donc pas 2 fois le résultat 2. Quel est donc ce mystère? Eh bien, c'est tout simplement que ma formule ne va pas. Regardez, ici, les cellules sont certes correctes, mais le critère est toujours le même. Le critère, lui, n'a pas changé. Alors, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le critère change? On peut tout simplement l'éditer à la main. Il faut naturellement modifier toutes les formules afin d'arriver au résultat qui nous intéresse. Et c'est un peu fastidieux, vous en conviendrez. Donc ici, il faut que je mette 4. Là, ici, il faut que je mette 5. Et enfin, il faut que je mette 6. Actualisons. Le compte se fait, on va faire une petite vérification, on n'est jamais trop prudent. Sur les 10 premières colonnes, je vois une fois, 2 fois la valeur 6, c'est correct. 1 fois 5, 2 fois 5, 3 fois 5, c'est correct. Je ne vois aucun 4, il y en a bien 0. Je ne vois aucun 3, il y en a bien 0. Et les 2, j'en trouve 1, 2, 3, il y en a bien 3. Et les 1, on en a bien 2, tout va bien. Notez que à chaque fois que je fais un rafraîchissement de la feuille de calcul en appuyant sur F9, le nombre d'occurrences du résultat 1 est 2. Je rafraîchis, le nombre d'occurrences du résultat 1 passe à 3. Cette observation que l'on fait très très vite avec ne serait-ce que 10 lancers, c'est ce qu'on appelle la fluctuation d'échantillonnage. À chaque fois qu'on fait un tirage, donc aléatoire, au hasard, on obtient un résultat qui est différent du résultat précédent. Alors c'est pas systématique, mais c'est probable. On peut très bien, à force de réessayer, de faire des simulations, obtenir 2 fois d'affilée le même nombre d'occurrences, mais c'est très improbable. Vous voyez là, à chaque fois que vous entendez peut-être sur le son un petit tic, en tout cas à chaque fois que vous voyez quelque chose changer à l'écran, à peu près 2 fois par seconde, eh bien je régénère toute la feuille de calcul et jusqu'à maintenant, on n'a pas obtenu 2 fois d'affilée le même nombre de 1, le même nombre de 2 et ainsi de suite. Ça, c'est la fluctuation d'échantillonnage et on l'observera systématiquement quel que soit le nombre de simulations que l'on effectuera. Alors, pour améliorer un petit peu les choses, puisque vous avez vu, j'ai dû modifier toutes les formules à la main, on peut se contenter ici de mettre une cellule tout simplement, et là B2, et si maintenant j'étends cette formule, je me retrouve avec une formule adaptée sur la cellule C3. Je vais donc regarder dans mes 10 premières cellules de la colonne A, 10 premières cellules utiles, s'entend, je ne tiens pas compte du titre, combien de fois on va trouver la valeur qui est stockée dans la cellule B2, ici on la voit en rouge, et donc ça correspond bien à compter le nombre de fois où la valeur 2 apparaît. Voilà. Et on observe toujours que le nombre 2 apparaît bien 2 fois. On a 2 fois le nombre 2, le résultat 2 du lancer de dés. Et si je passe sur la cellule en dessous, donc C4, on voit que la formule a été adaptée. Pareil, ici on va avoir le nombre de fois où on a le résultat 4, ici le nombre de fois où on a le résultat 5, et ainsi de suite. Ça nous permet donc de déterminer le nombre d'occurrences d'un certain résultat. Faisons calculer dans la colonne D les fréquences des résultats. Rappel, la fréquence d'un résultat, c'est le nombre de fois où apparaît ce résultat divisé par le nombre total de résultats. Ici, dans le cas du lancer d'un dé, ce sera donc le nombre de fois où l'on aura obtenu
une face divisée par le nombre total de lancers. Si on s'intéresse à la fréquence d'apparition de la face 4, eh bien on comptera sur un nombre quelconque de lancers, que j'appelle ici n, le nombre de fois où la face 4 est sortie, et on divisera ce nombre de fois par le nombre total de lancers. Alors, on l'a dit, la fréquence, c'est égal au nombre d'occurrences divisé par le nombre total de résultats. On l'a vu ici, on en a 10 pour le moment. Et une fois cette formule obtenue, je peux l'étendre. Et on obtient ainsi la distribution des fréquences. Pour vous faire sentir d'abord l'ampleur des fluctuations, je vais inscrire à cet emplacement-là la différence entre la fréquence maximale et la fréquence minimale. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Ici je vais mettre une formule qui sera le max de cette plage de données moins le min de cette même plage de données. Et voilà. Le maximum dans cette nouvelle version de la feuille de calcul est de 0,4. Effectivement, on voit que le 1 n'est pas apparu, le 6 non plus, donc on a deux fréquences minimales qui valent 0, alors que le résultat 3 est apparu 4 fois, donc une fréquence de 4 dixièmes, 0,4, et donc la fréquence maximale 0,4 moins la fréquence minimale 0, ça fait bien 0,4. Alors, je vais plutôt le mettre en dessous des fréquences, ce serait plus logique. Je vais en profiter pour centrer tous les résultats. Voilà. Et ici, je vais mettre fréquence max moins fréquence min. Comme c'est trop long, je vais fusionner les cellules. Alors, traçons la distribution des fréquences à l'aide d'un graphique. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est sélectionner les résultats qui vont nous intéresser et utiliser l'outil de génération de graphiques qui est ici, dont le sous-titre est insérer un diagramme. Alors, pour sélectionner les données qui nous intéressent, il va falloir être habile au clavier. Première chose à faire, sélectionner tous les résultats possibles. Je vous rappelle comment l'on fait. On clique avec le bouton gauche de la souris, on le laisse enfoncer et on le relâche une fois qu'on est arrivé sur la cellule qui nous intéresse. Maintenant, je vais appuyer sur la touche contrôle du clavier. Je vais la garder enfoncée. Ensuite, je vais recliquer gauche avec la souris et garder le clic enfoncé jusqu'à atteindre la fin de la plage de données qui m'intéresse. Et là, je peux relâcher le tout. J'ai ici mes données. Les premières serviront d'abscisse, les secondes d'ordonnées. Je peux maintenant cliquer sur le camembert pour insérer un diagramme. Je vais choisir le diagramme XY dispersion et pour que ce soit un peu plus visuel, même si ça n'a pas vraiment de sens, je vais choisir points et lignes. Élément du diagramme, alors je vais pouvoir ici indiquer à quoi correspondent les axes. Donc l'axe des X, sur cet axe on verra donc les résultats du lancer du dé. Sur l'axe des Y on verra les fréquences associées et on peut terminer. Alors, je vois que je n'ai pas besoin ici de cet élément. Je clique dessus, je le supprime. Ça agrandit le graphique, mais ça occulte mon affichage. Je vais aller rétrécir tout ça de sorte à pouvoir tout voir en même temps. Ce que l'on peut remarquer maintenant, c'est qu'en actualisant l'affichage, on verra la distribution des fréquences évoluer et on verra donc à l'œuvre ce qu'on appelle la fluctuation d'échantillonnage. J'appuie sur la touche F9, il y a un recalcul. On n'a pas du tout le même aspect, j'insiste bien sur le fait que le fait d'avoir relié les points ici n'a pas vraiment de sens, mais ça aide à mieux visualiser la distribution des fréquences. Je réactualise une nouvelle fois et ainsi de suite. Observez la fluctuation d'échantillonnage. Notez la valeur ici en D11 qui représente la fréquence maximale à laquelle on a enlevé la fréquence minimale, elle est de 0,2, mais on a pu la voir monter jusqu'à 0,5. C'est maintenant où il va devenir intéressant de regarder un peu plus que 10 lancers. Mais ce qui serait vraiment bien, c'est de ne pas avoir à modifier toute la feuille de calcul, modifier par exemple ici la façon dont on a calculé les fréquences, puisque là, le nombre de lancers considérés est inscrit en toutes lettres, si je puis dire, en tout chiffre plutôt.
Ce qui serait bien, c'est de pouvoir décider dans une case du nombre de lancers qu'on souhaite prendre en compte et que tous les calculs se fassent tous d'un seul coup sans qu'on ait rien d'autre à faire. C'est possible et ça va nous amener à utiliser une fonction rarement utilisée dans les tableurs. On va commencer par mettre dans une case, celle-ci en C9, le nombre total de lancers que l'on souhaite prendre en compte. Ici, on dira qu'on va s'intéresser à juste 100 lancers. Je vais baptiser cette cellule le total souhaité. Normalement, le total de cette plage de données-là devrait donner le même résultat que le total souhaité. Je vais faire la somme, qui va venir se mettre automatiquement juste en dessous, et là on voit bien que pour le moment on n'a toujours que 10 résultats alors qu'on en souhaite 100. Je vais baptiser cette cellule total obtenu. Bon, tout ça ne nous aide pas pour le moment, mais en tout cas, ça nous donne la cible à atteindre. Maintenant, ce qu'il va nous falloir faire, c'est modifier à la fois le contenu des formules des cellules C2 à C7 et évidemment le contenu des cellules D2 à D7. Alors, pour D2 à D7, c'est facile. Au lieu d'avoir juste C2 divisé par 10, on va avoir C2 divisé par le total souhaité, c'est-à-dire C9. Et il ne nous reste plus qu'à étendre la formule. Je vous demande de réfléchir à ce que je viens de faire. Est-ce que ça va fonctionner? La réponse est non. Pourquoi? Tout simplement parce que le total souhaité, c'est une cellule qui ne doit jamais changer. Or, tel que j'ai écrit la formule, C2 divisé par C9, quand j'étire la formule vers le bas, les numéros de ligne vont augmenter de 1. Donc à la ligne d'en dessous, je vais avoir C3 divisé par C10. Mais dans C10, il n'y a rien, problème. Donc il nous faut fixer la formule en D2 avec ces $9. Voilà, si maintenant j'étire cette formule, j'aurai des résultats. Ce ne sont toujours pas des résultats corrects parce que ma plage de données sur laquelle on compte le nombre d'occurrences des différents résultats possibles ne contient toujours que 10 cellules. C'est là qu'il va falloir travailler pour être capable de sélectionner automatiquement 100 cellules ou après on pourra changer 1000, 5000, 10 000. Nous allons découvrir des concepts que vous ignorez peut-être et qui existent dans les tableurs modernes, la concaténation et l'indirection. Ce sont des concepts qu'on rencontre surtout en programmation. Concaténer, ça veut dire coller, entre guillemets, deux objets, souvent deux chaînes de caractères. Et l'indirection, c'est quelque chose qui est un peu délicat à comprendre, alors je vais plutôt vous donner un exemple. Si je veux le contenu de la cellule A15, là j'ai juste saisi le numéro 15. Le nom de la cellule que je veux obtenir sera A15. Alors comment je fais pour faire apparaître dans la cellule C15 le nom A15? Je fais égal, je mets A entre guillemets double et je rajoute le symbole E commercial qu'on appelle également esperluette en français et qui signifie concaténation, et je vais concaténer la chaîne de caractères A avec le contenu de la cellule juste à côté qui contient le numéro 15. Et j'obtiens bien le texte A15. Maintenant, si je veux le contenu de la cellule A15, alors je vais faire ici une formule qui sera capable de concaténer avec le contenu de la cellule C15, ce qui m'affiche ici contenu A15, et là je souhaite avoir le contenu de la cellule A15 qui on le voit ici est 5, et c'est là où intervient la notion d'indirection et la commande indirect, et l'indirection va porter sur le contenu de la cellule C15 qui est A15. Et j'obtiens bien le résultat 1, et on voit bien que ici, dans la cellule A15, j'ai la valeur 1. Je recommence, parce que c'est pas simple. Dans cette cellule, j'ai une formule qui va me faire une indirection sur le contenu de la cellule C15. La cellule C15, c'est celle-ci. Son contenu, c'est A15, lui-même obtenu par une formule qui concatène la chaîne de caractères A avec le contenu de la cellule B15. B15 contient la valeur 15 et quand on colle la lettre A et le chiffre 15, ça nous donne bien A15. Dans la cellule D15 ici, je vais obtenir le résultat qui est contenu dans la cellule dont le nom
est indiqué en C15. Le nom indiqué en C15, c'est A15. Le contenu de A15, c'est 1. On peut changer et observer ce que cela donne. Par exemple, mettons la valeur 9. La feuille de calcul s'actualise. Dans la cellule C15, j'ai A9. Et dans la cellule D15, j'ai le contenu de la cellule A9. Vérifions, A9 contient bien 6. Je vais à nouveau forcer le recalcul de toute la feuille pour vérifier que ça fonctionne à nouveau. Ce qui m'intéresse, c'est à nouveau la comparaison entre ces deux cellules. Et j'actualise. 2 est bien présent en A9 et dans ma cellule ici. Je réactualise 6, 1, 2, 5. Ça fonctionne. Je vais pouvoir effacer tout ça. Maintenant, j'en ai plus besoin. Alors, à quoi ça va nous servir? Je vais pouvoir dynamiquement changer la fin de ma plage de cellules. Ici, à 11, je vais pouvoir obtenir la fin en concaténant la lettre A avec la valeur donnée par la cellule correspondant au total souhaité. Donc ici, le total souhaité, la cellule s'appelle C9. Mais si je me contente d'écrire seulement ceci, malheureusement, ça ne va pas fonctionner. Je vous laisse observer le résultat. Manifestement, ça ne fonctionne pas. C'est normal, le tableur n'est pas capable de remplacer automatiquement le nom de la cellule. Alors, je vais commencer par fabriquer dans cette cellule le nom de la dernière cellule qui va m'intéresser dans ma plage de données. Dernière cellule. Je vais concaténer le nom de la colonne, c'est-à-dire A, avec le nombre total de lancers que je vais souhaiter considérer, donc ici 10, qui est dans la cellule C9. J'obtiens bien le nom de cellule A10, mais A10 ça va pas, parce que de A2 à A10, je n'ai que 9 cellules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il va falloir ajouter 1. Et en fait, il se trouve que ça marche très bien de faire juste ici plus 1, c'est-à-dire que l'addition du contenu de la cellule C9 avec 1 est prioritaire, le calcul est d'abord fait, et ensuite la concaténation a lieu. La preuve, ici on obtient bien A11. Je vais maintenant pouvoir modifier la formule contenue en C2, et au lieu de faire référence à la cellule A11, de faire une indirection vers le contenu de la cellule C10 qui actuellement contient A11. Et voilà, tout fonctionne. Alors rafraîchissons la feuille de calcul. 4 1 ont été comptés dans ces 10 premiers lancers de cette simulation, et j'en vois bien 1, 2, 3 et 4. Cette formule a l'air d'être correcte, et donc je n'ai plus qu'à l'étendre. Et là c'est le drame, parce qu'une nouvelle fois, vous l'aurez compris, l'extension de formule a modifié le contenu des cellules, et ici je me retrouve avec C11. Sur la formule d'en dessous, j'aurai C12, et donc vous avez compris comment il faut faire. Il faut forcer ici la cellule C10. Si j'étends la formule modifiée, tout va bien. Vérifions ce que cela donne si je vais jusque seulement à 6, c'est-à-dire que je ne prends que 5 résultats. J'obtiens bien effectivement 5 résultats en tout. J'ai une fois le résultat 1, une fois le résultat 2, pardon. Aucun 3 ni 4, deux fois le résultat 5, une fois le résultat 6, et effectivement, si je regarde les 5 premiers lancés, j'ai bien une fois 6, deux fois 5, une fois 2, une fois 1. Tout fonctionne bien, ce qui nous permet maintenant de modifier le nombre maximum de lancers auxquels on va s'intéresser très facilement, et tous les calculs sont faits directement par le tableur sans qu'on s'embête. Revenons à la valeur 10 qu'on a déjà observée et augmentons maintenant, passons à 50. Observons ce que cela donne quand on refait des simulations. Notez que l'aspect de la courbe semble un peu moins chaotique. Notez également que la représentation graphique change, c'est-à-dire que l'axe des ordonnées a une valeur maximale de 0,3. Si vous revenez quelques secondes en arrière, vous verrez que la valeur maximale était de 0,25. Je vais rafraîchir encore un petit peu, et là, la valeur maximale de l'axe des ordonnées est revenue à 0,25. C'est assez ennuyeux dans la mesure où cela empêche de comparer directement avec notre mémoire visuelle les courbes que l'on obtient. Il peut arriver même
que le tableur génère automatiquement un axe des ordonnées qui ne commence pas à 0. On va normaliser l'affichage de l'axe des ordonnées. Pour cela, je clique dans le graphique, je viens sélectionner en double-cliquant dessus l'axe des ordonnées et je clique sur formater l'axe. Je vais choisir de donner une valeur maximum qui sera toujours la même et je vais choisir 0,5 et la valeur minimale 0. De cette façon, je suis certain que tous les graphiques que j'obtiendrai dorénavant seront comparables. Alors, ce que l'on continue d'observer maintenant, c'est toujours la fluctuation d'échantillonnage, mais je vous invite à observer l'aspect des courbes. Il est un peu plus plat que ce que l'on avait pu voir tout à l'heure. De sorte à ce que ça vous revienne à l'esprit, je vais remettre une sélection de seulement 10 simulations. Observez l'allure des graphiques qu'on obtient, c'est un ensemble beaucoup plus chaotique, beaucoup plus varié. Je reviens maintenant à un total souhaité de 100 simulations et on obtient des courbes qui sont sensiblement plus plates. On va essayer 1000. Observez l'allure des courbes à chaque fois qu'on force le recalcul de la feuille. Ça fluctue toujours, on a toujours une fluctuation d'échantillonnage, ce qui signifie que lorsqu'on fait des simulations, on a peu de chances d'avoir 2 fois d'affilée exactement les mêmes résultats, mais notez l'allure de la distribution des fréquences, la courbe qu'on obtient, même si cette courbe n'a pas vraiment de sens, ces tracés sont juste là pour faciliter l'observation, la courbe qu'on obtient donc est beaucoup plus plate. Poussons maintenant jusqu'à 5000 simulations, et ensuite on finira avec 10 000. Vous pouvez toujours prêter attention à l'allure du graphique ainsi qu'à la valeur de l'écart des fréquences. Voilà, là on obtient toujours une fluctuation, mais elle est plus légère que dans la situation précédente encore. On n'a pas un tracé parfaitement horizontal, mais on a une fluctuation d'échantillonnage qui est bien moindre. Passons maintenant à 10 000 simulations prises en compte dans nos calculs et rafraîchissons à nouveau l'affichage. Comme vous pouvez le constater, la fluctuation d'échantillonnage semble encore plus faible. Ce phénomène s'appelle la stabilisation des fréquences. Et le nom mathématique du résultat qui se cache derrière, c'est la loi des grands nombres, et c'est un résultat très intéressant et très important en mathématiques. Je vous proposerai également en fiche une vidéo de la chaîne MicMath de Michael Launay, qui parle de la puissance organisatrice du hasard, et sa vidéo est très intéressante de ce point de vue. Pour conclure cette vidéo, voici ce que l'on peut observer lorsqu'on superpose les différentes courbes. En jaune, la distribution des fréquences dans le cas où on s'intéresse à 25 lancers consécutifs d'un dé équilibré à 6 faces. En orange, on s'intéresse à 100 lancers, en bleu à 500 lancers, en vert à 1000 lancers et en mauve à 5000 lancers. Vous pouvez observer la stabilisation des fréquences en ce sens que les différentes courbes sont d'autant plus horizontales que le nombre de lancers considérés est grand. Rafraîchissons l'affichage. À nouveau, vous observez la fluctuation d'échantillonnage. Les distributions de fréquences sont différentes de la situation précédente et vous continuez d'observer la stabilisation des fréquences. Les courbes sont plus plates avec l'augmentation du nombre de lancers. Et on peut régénérer à nouveau, toujours en appuyant sur la touche F9 du clavier, une nouvelle simulation et observer à nouveau le même phénomène de stabilisation des fréquences quand le nombre de lancers augmente. C'est la fin de cette vidéo.